première fois où je réalise que je vais faire la cuisine, j'ai 15 ans, je suis bourré en boîte. Et j'étais comme ça, comme un fou, en train de tout toucher, tout goûter. Je prenais un café, je le sentais pendant des heures. Est-ce que tu regardes The Bear? Est-ce que c'est ta série préférée? J'ai fait à manger pour elle, mais je ne l'ai pas vue. Elle était là? Au George V, au Four Seasons. Après, on parle de réussite, mais j'ai chié plein de trucs. Hein. Peut-être un jour, je serai cuisinier et je vivrai en France. Upstar avec Juan Arbelais. C'est parti. Je l'ai bien dit ou pas du tout? Quoi? Exceptionnel. Ok. Mais Bravo. C'est une première dans l'histoire. l'histoire des médias français. Juan, t'es l'un des chefs les plus connus de France aujourd'hui. T'as près de 450 000 abonnés sur Instagram. T'as plus de 150 000 abonnés sur TikTok. On t'a croisé dans les caméras Top Chef de Quotidien. T'as grandi en Colombie. T'as un parcours unique. T'adores te filmer en train de courir. L'arrivée. Elle est là, l'arrivée. Allez, elle est là, l'arrivée. On est ravis de t'accueillir chez Upstar. On a des petites questions sur ta jeunesse. On se demande à quoi ça ressemblait la vie de Juan à 10 ans dans les rues de Bogota. Donc là où tu es originaire. Déjà, merci, hein, je suis très content d'être là. Ma vie à 10 ans ressemble à... Je viens d'une famille qui n'est pas riche, qui n'est pas pauvre. C'est une famille modeste. On n'a jamais manqué de quoi que ce soit. On a toujours mangé à notre faim. J'avais pas le dernier jean ni le dernier téléphone, mais je réussissais à manger tous les jours et ça, c'était déjà la base. Je viens d'une famille très soudée, où l'amour est essentiel à la... Vraiment, je viens d'une famille on est hyper connectés les uns aux autres. J'ai eu la chance de faire une partie de mes études au lycée français. Et du coup, c'est pour ça que je parlais un peu français. J'avais un accent qui était beaucoup plus marqué que ça. J'ai la chance de venir d'une famille qui voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et que même si des fois, il y avait des moments durs, j'ai toujours eu une façon de voir la vie qui était plutôt souriante. Tu te souviens de la première fois où tu as entendu, ou alors où tu as senti cette poussée de venir en France? Est-ce que tu vois, tu as un truc en toi où tu te dis ça m'attire trop ce pays tu dis que la cuisine en France, vue de l'extérieur, c'est comme une religion presque. Oui, ça je le dis souvent. C'est vrai que, en Colombie, d'ailleurs, ma mère est très religieuse, ma grand-mère aussi. Le dimanche à l'église, tu sais, les prières, tout ça. Et j'avais l'impression, en regardant un peu la table en France, la façon comme les chefs et comme les gens voient la table, c'était une religion comme en Colombie. Tu as des choses qui sont sacrées, tu vois, comme l'apéritif, comme les entrées. Derrière, tu as le plat, derrière, tu as le fromage, derrière, tu as le digestif, tu as les desserts, tu as le café, tu as le pouce-café, tu as plein d'étapes comme ça. On ne sait plus quoi inventer, tu sais, pour rallonger, prolonger ce moment sacré en France. Et je trouvais ça génial. La première fois où je réalise que je vais faire la cuisine, j'ai 15 ans, je suis bourré en boîte. Et je sais pas pourquoi, on est dans un groupe de potes en boîte, on s'entend à peine, on est en train de discuter de qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie, un peu bourré. Et je sais pas pourquoi, mais tous mes potes me disent, mais tu devrais faire la cuisine, mec. Ouais, et là, tu as Et là, une lumière. Le truc de bourré comme ça, où je suis avec mon gin tonic en train de dire, peut-être un jour je serai cuisinier et je vivrai en France et j'aurai des restaurants. Et je finissais, je chirotais mon gin tonic en train de me dire peut-être. Mais la graine a été sémée. Et derrière, ça s'est un peu Et ton enchaîné. premier jour en France, ça c'est un truc dont tu te rappelles? C'était pas genre t'étais en couchsurfing, t'étais comment? Ouais, c'est ça. Est-ce que t'avais un logement? Est-ce que t'avais pas d'argent du coup? Non, je vivais, enfin, j'ai économisé pas mal d'argent. Ouais. Et mes parents m'ont aidé avec ce qu'ils pouvaient. Mais j'avais 600 € par mois pour vivre pendant un an. Et c'est en quelle année, tu te rappelles? Économisé, 2007. Ok. C'est là que j'avais une base de 600 € par mois pendant un an pour vivre, pour me débrouiller, ça pouvait fonctionner. Et j'arrive en France, j'ai un souvenir incroyable. J'ai trouvé une chambre à 450 €, rue de la Pompe dans le 16e, donc c'était bien, tu vois, C'était trop bien. Mais c'était juste la chambre, enfin tu partageais tout, mais hyper bien. Pour le coup, je suis un touriste qui arrive dans un endroit assez cool. C'était un enfer parce que les mecs ils bouffaient toujours la bouffe que moi je préparais, que je rangeais. Mais sinon, en vrai, l'expérience était plutôt pas mal. Donc j'avais 450 € pour le loyer, il me restait 150, 200 balles pour léger, hein. C'est léger, mais je bossais en cuisine. Ok, donc tu arrivais à manger du coup sur place? Exact. Ouais. Donc en vrai, je me suis toujours un peu débrouillé. Et le premier jour en France, parce que je me souviens de marcher avec ma valise et un sac à dos et remonter. Je descends sur Trocadéro
pour aller rue de la Pompe pour le 16e, parce que derrière, je marche sur cette grande avenue avec la Tour Eiffel dans le dos. Et je me souviens de sortir dans le métro, voir la Tour Eiffel qui étincelle. Mais c'est vraiment une histoire presque de conte de fées, quoi. Oui, c'est magnifique. En vrai, c'est magnifique. Et j'ai des larmes aux yeux parce que d'une certaine façon, Première fois que tu vois ça? Ouais, c'est un accomplissement. J'arrive à un truc où je me dis, putain, il y a 5 ou 6 ans, quand je me suis dit, avec mon gin tonic, un jour, je réussirai ce moment. C'était pas vraiment certain. Et là, c'était génial. Et je traverse la rue de... je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un boulevard avec des bagnoles monstrueuses. Tu sais, il y a que des Bentley, des Range. Ouais, bien sûr, en plein 16e, oui. Ouais, et je suis en train de marcher comme ça en me disant aussi, un jour, je conduirai une voiture comme ça. Goal life. Alors qu'aujourd'hui, en vrai, je m'en fous, mais je m'en branle des bagnoles et vraiment, j'ai mon van et je suis très content avec. J'ai pas besoin d'une grosse bagnole. Et j'ai eu plein de constructeurs qui ont voulu me filer des voitures et je dis, j'ai pas vraiment besoin, ça sert à rien. Mais ouais, j'ai ce souvenir de gamin de 18 ans en rentrant dans cette ville, en voyant toutes ces bagnoles, tout ça, ce truc, en se disant, waouh, c'est fou ce que je suis en train de vivre. Alors, en plus du côté cuisinier, nous, alors, on trouve que tu es aussi un créateur. Je sais pas si toi tu te vois comme ça, mais tu es aussi un créateur de contenu quand même aujourd'hui. Je crée du contenu, donc d'une certaine façon. Tous les jours presque, enfin beaucoup. Tu te rappelles d'où ça t'est venu cette envie déjà de partager quelque chose? C'est marrant, tout à l'heure tu as dit j'arrive en France en 2007, c'est l'année où l'iPhone sort, tu vois. Quand en fait, on a un peu l'impression que ta carrière est montée en même temps qu'est montée par exemple les réseaux sociaux, les applications, les trucs comme ça, si on peut mettre en parallèle, tu vois, ce genre de trucs. Toi, tu te rappelles des premiers trucs où tu te dis tiens, je vais faire une vidéo sur Insta, je crée un compte Insta, tu vois. Au quel moment, est-ce que ça te rentre dedans quand c'est l'aventure Top Chef? Oui. C'est ça? C'est ça. Ok. C'est pile poil au Top Chef. On te dit de faire ça? Ou c'est toi qui te dis, attends, moi je vais me créer un compte Insta, je vais partager des trucs. Tu arrives à te souvenir de ça? Ouais, je me souviens. Et je me souviens que tous les gens qui faisaient Top Chef ouvraient leur compte Insta. C'était en quelle année, toi, Top Chef? C'était 2012. 2012. On a tourné en 2011, mais c'était diffusé en 2012. Et je me souviens que tout le monde ouvrait son compte Insta, tout le monde avait son mail juantopchef@hotmail.com. Il y avait le Top Chef dans tout. Il y avait Facebook, tout le monde avait son Facebook, mais Insta arrivait. Et puis, nous, on avait à la base, c'était que des photos. Donc, nous, on mettait que des photos des plats à l'époque. Je trouvais ça génial. C'était hyper graphique. Tu voyais, enfin, moi, mon Insta, il n'y avait que des photos de plats pour le coup. Et c'était génial. En vrai, c'était génial. Je trouvais ça. J'ai trouvé. Tu les faisais tout seul? Ouais. Oui. Pour le coup, mes réseaux, je les ai toujours gérés tout seul parce que il y a un truc qui est. Je trouve que tu arrives à lire quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et il n'y a rien de plus authentique que de vivre le truc et le faire soi-même. Et quand j'ai commencé à creuser un peu dans les réseaux, moi j'ai toujours adoré la photographie. J'adore le film, j'adore les scènes. Tu vas me poser à regarder une scène qui est belle avec une belle lumière, avec des gens qui passent, je trouve ça beau. J'ai toujours trouvé une espèce d'esthétique magnifique sur des images vivantes. Et la composition d'une assiette, tu vois, juste le fait de composer avec les couleurs, les lignes, les matières, ça m'a toujours inspiré, j'ai toujours kiffé. Je me souviens, enfin, je sais pas si des fois un peu trop, hein, mais je me baladais, je touchais les arbres et la texture et je me posais par terre et je me disais, j'avais 21 ans et tu sais, tu regardes beaucoup de films, tu lis beaucoup de trucs et tu dis, il faut que je m'inspire de tout ce que je touche et tout ce que je vais être vraiment le meilleur cuisinier du monde et j'étais comme ça, comme un fou en train de tout toucher, tout goûter. Je prenais un café, je le sentais pendant des heures. Il y avait un vrai truc obsessif, tu vois, là-dessus. Okay. Et donc, quand les réseaux sont arrivés et que je me suis rendu compte de l'importance qu'il y avait, parce que c'était, tu as déjà un service après-vente en direct, parce que les gens, ils viennent chez toi, ils font une photo, ils disent ça c'est génial ou ça c'est de la merde. Donc ça, tu as vraiment le retour client direct, que tu sois là ou pas. Il y avait une carte de visite quotidienne, c'est-à-dire que les gens, ils ont le téléphone tout le temps, et tu mets menu du jour aujourd'hui, et les gens, ils ouvrent, ils se disent 11h, ils regardent, putain, génial, je me rappelle que ce resto est top, j'y vais. Donc c'est une vitrine mobile dans la poche de tous les gens qui te suivent. Donc pour moi, ça, je l'ai identifié direct. Je me suis dit que c'était une source de business. Ça, fallait le voir. Tu vois, en 2012, enfin un peu plus tard quand même. Mais toi, tu l'as senti, c'est devenu assez naturel, quoi. Bah, tu sais, c'est assez...
quand tu as un client qui vient le midi et dit « J'ai vu ta photo que tu as postée hier, ça m'a donné trop envie, je suis venu », il suffit juste d'avoir Enfin, tu fais la connexion, tu dis « Il y a vraiment un truc à faire ». Et donc, toi, tu as pris quand même une autre dimension quand même pendant le confinement. Ouais. Notamment via l'émission quand même Quotidien, Ouais. qui t'apporte tout de suite une audience assez folle. Tu l'as vu comment, cette exposition qui est quand même assez intense d'un coup? C'est un truc que tu as reçu comment, toi? Je crois qu'à l'époque, j'ai 40 ou 50 000 abonnés. Il y a déjà une communauté, mais c'est une petite communauté. J'avais déjà fait Top Chef, j'ai déjà fait un peu de télé. Bien sûr. J'ai fait Comment ça va bien avec Stéphane Bern, j'avais fait Dans la peau d'un chef, j'avais fait Top Chef, j'avais fait Cuisine Impossible. Pour Cuisine Impossible, j'avais été invité sur le plateau de Quotidien. Ok. Donc on se connaissait un peu avec les équipes. Et on est en plein confinement. C'est vrai qu'on m'appelle, on me dit est-ce que ça t'intéresse de faire une recette On cherche du contenu justement à mettre pour l'émission parce qu'il n'y a personne, enfin tout le monde est confiné. J'ai écouté, si ça vous chauffe, moi je me démerde et je vous envoie une recette par jour. Et t'étais même pas à Paris. Et j'étais même pas à Paris, tu vois. J'étais en plus, j'ai été confiné à Bordeaux j'avais même pas de réseau, donc pour envoyer c'était une galère. À la base, les gars de Quotidien, ils m'ont dit tu fais tous les rushs, tu nous les envoies, nous on fait le montage et on se démerde. Mais c'était 20 ou 30 minutes de rush et j'arrivais pas à les envoyer. Donc du coup, c'était trop lourd. Ouais. je me suis démerdé pour faire une vidéo de 1 minute 30 et ça partait, je réussissais. Donc je passais 3 ou 4 heures à tourner et je passais 2 ou 3 heures à monter ma vidéo. Donc ça y est, tu t'es chauffé à faire du montage. Ah bah, En fait, formation short, c'est là. Instantanément. En vrai, j'apprends en une semaine à faire des montages. Excellent. Et là, je me démerde, j'envoie des vidéos, ils me disent écoute, c'est génial, si tu peux nous renvoyer une comme ça tous les jours, c'est parfait. Donc j'ai bossé pendant tout le confinement, j'avais 5 ou 6 heures de taf pour Quotidien pour monter mes trucs. Et c'est vrai que je passe de 50 à 100 000 abonnés pendant le confinement, donc c'est assez rapide. Il y a une exposition qui est importante et tu te rends compte que pour le coup, tu passes à une dimension qui est plus globale. Là, pour le coup, tu as une visibilité qui est nationale. T'es plus Juan, t'es vraiment le cuisinier de Quotidien, quoi. Donc, ce qui est génial en vrai, parce que moi, j'ai mon métier, c'est la restauration, et pour moi, c'était une aventure qui est dingue, où j'ai énormément appris. Est-ce qu'on a un déclic à un moment, on se dit, tu vois, je suis pas un cuisinier comme les autres, je suis pas un candidat de Top Chef entre guillemets comme les autres, j'ai quelque chose en plus qui est en train de se passer, tu vois. C'est pas une façon de se dire, je suis trop fort et tout, hein. C'est juste vraiment. Non, tu mais vois, je me demande. En vrai, moi, je viens de tellement loin, et déjà le fait de pouvoir venir à Paris, ça a été tellement une réussite déjà pour moi. Quand je suis arrivé devant cette tour Eiffel qui scintille et que je fais cette traversée pour arriver rue de la Pompe, et je suis tellement heureux. Et à chaque fois, chaque étape est arrivée dans ma vie très vite, tu vois, finalement assez rapidement. Après, je travaille énormément et je suis dans mes restos et je bosse et je fais mes montages. Je bosse 7/7 et c'est quelque chose que j'adore. Donc ça arrive vite, mais aussi je mets beaucoup de moyens. Mais j'ai toujours été heureux de ce que j'ai parce que je sais pas si je me suis senti... j'ai eu un passage peut-être juste avant Top Chef. Je travaille au Bristol, je suis chef de partie là-bas. J'ai 21 ou 22 ans. Et je arrive à Top Chef en pensant que je suis trop fort. Tu vois, qu'au niveau cuisine, c'est facile, quoi. Et je fais 4 semaines, je fais que 4 émissions, je me fais sortir. Et là, je prends un gros coup dans ma gueule parce que je pensais que vraiment... Tu sais, j'ai réussi à venir à Paris, j'ai bossé chez Pierre Gagnère, j'ai bossé au Georges V. Là, je bosse au Bristol, je bosse dans les meilleurs restos au monde. Ma destinée pour être vraiment le meilleur cuisinier du monde en touchant les écorces d'arbres. C'est tracé, quoi. Il n'y a pas de faux pas, là. Et là, je prends une grosse claque, tu vois, ça te remet un peu la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Et en vrai, dire « Oh putain, j'ai trop de succès », je pense que depuis le premier jour, je me dis que j'ai trop de succès et que j'ai trop de chance de vivre de mon métier, de vivre de ma passion, de faire à manger pour les gens et de rentrer dans mes restaurants, les voir complets, les gens en train de rire. Il y a le côté image qui fonctionne aussi et je suis hyper content parce que c'est une chance. En vrai, je pense que ouais, je suis conscient de ce succès et je suis pas sûr d'avoir un jour dit putain oui là je me suis envolé. Ouais. Non, je suis heureux de tout ce que j'ai, je suis heureux de ce qu'on a accompli. Quotidien était une étape importante, mais je me trouve pas plus successful avant ou après.
ma sensation a toujours été à peu près la même. J'étais hyper content de faire cette expérience, mais Et non. tu penses que ça t'a poussé, j'imagine logiquement, à plus travailler? Ouais. Parce que là, combien t'as de restos aujourd'hui? J'en ai 12. 12, Ouais. à travers la France. Oui, on est à Paris, plusieurs arrondissements, Boulogne, Saint-Ouen, La Défense, Lille, Cannes, Rennes, Tignes. C'est que des Yaya ou il y en a d'autres? Non, il y a d'autres. Basurto, Arbella, on a Copal, Yaya, on a Maison Calios, on a plein de marques Il n'y différentes. a pas à Rennes que ça va ouvrir aussi? Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. J'ouvre à Rennes dans 1 mois et demi, 2 mois. Mais Donc oui, voilà. oui, alors quand ça, oui. Après, on parle de réussite, mais j'ai chié plein de trucs. Hein. En vrai, j'ai loupé plein de choses. Et on parle souvent des succès, des réussites, mais il y a plein d'autres qui sont loupés. Et je pense que moi, je suis un excessif dans le travail, dans l'amitié, dans tout ce que je fais, dans mes journées. J'adore donner beaucoup. Et dans tout ce qu'on fait, on en rate plein. Donc, disons qu'aujourd'hui, j'ai 12 restos, mais j'en ai ouvert une vingtaine, ou 20 ou 25. Il y en a plein qui sont fermés, qui n'ont pas marché. J'ai fait plein de tentatives télé, et tentatives médias, tentatives Insta, des vidéos, des choses qui marchent et d'autres qui marchent moins bien. Est-ce que ça m'a... J'ai toujours eu envie de bosser. En vrai, j'ai toujours été un peu... j'ai un appétit énorme pour le boulot. Ouais. Ça a toujours été. Et oui, quand ça marche et quand tu vois que ça fonctionne, tu as envie de continuer. Mais après, c'est pas que... ça serait injuste de dire que c'est le succès qui me donne envie de bosser, parce que derrière le succès, il y a plein d'échecs qu'on voit peut-être un peu moins, parce que tu essayes de rebondir et de ne pas t'attarder là-dessus. Mais j'ai fait un podcast il y a pas si longtemps sur l'échec qui est hyper intéressant. On n'en parle pas assez. Et il y a un truc qui est très francophone, qui n'est pas dans la culture anglophone. Quand tu es aux États-Unis, les gens ils disent j'ai loupé ma boîte, je me suis chié, j'ai perdu tout et j'ai rebondi et je suis reparti. Et les banques d'ailleurs, ils suivent ça. Enfin, c'est pas très grave. En France, quand tu as quelqu'un qui loupe quelque chose, les banques ils ferment. C'est la tout. relation à l'échec qui n'est pas la même. En fait. Ouais, exactement. Parce qu'il est, en fait, c'est amélioratif entre guillemets d'avoir un échec quand tu es aux États-Unis par exemple. C'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Ici, c'est vu comme un. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai toujours admiré, tu vois, sur l'histoire de Pierre Gagnaire, on en parlait. Ouais. Mais lui, il s'est loupé à Saint-Étienne. Il est au fond du trou. Il a réussi quand même à rebondir et aujourd'hui être ce qu'il est, tu vois. Donc, il y a ce rapport à l'échec qui devrait, on devrait en parler avec plus de tranquillité, je pense. Sur les réseaux, encore quelques questions, mais tu as des gens qui t'inspirent, toi, aujourd'hui. En fait, il y a tellement un écosystème qui a poussé en quelques années. Tu vois, tu as des chefs comme Woogies maintenant qui sont complètement des créateurs à part entière, sur YouTube notamment. Salut mes petites kiffeuses et kiffeurs. Ah bah clairement, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous n'avez pas peur de vous faire plaisir. Il y a des gens, toi, que tu suis, tu te dis... Waouh, ça m'inspire, lui il est très fort. Est-ce que tu as genre 3 comptes à nous conseiller? Wiggies, c'est top ce qu'il fait. Ouais. J'aime bien, tu vois, avec sa voix. Et ça part sur des gnocchis. J'aime bien son truc, tu vois, il a trouvé un truc qui fonctionne hyper bien, c'est toujours hyper léché. Très léché, ouais. Ça donne énormément envie, c'est d'une gourmandise assez violente et sexuelle, presque. Et de l'autre côté, tu as d'autres chefs. Je sais pas si tu connais une américaine qui s'appelle Olivia Tiedman, qui fait vraiment des trucs cracra sur TikTok. Good morning. Sorry I'm late. No, the fuck I'm not. Ah ouais. Il faut que je me le et note. Du coup, je te le file après si tu veux. Ouais. Et elle, c'est son truc, c'est de mettre les mains dedans, tu vois, dans les grands plats et tout, de mélanger des trucs comme ça. Ça cartonne marche. aussi, tu vois. Ouais. Non, mais en vrai, il faut trouver un peu son créneau et s'y tenir. Moi, j'ai pas tu sais, j'ai pas un créneau tout le temps pareil, dans le même cadre, parce que j'adore faire la cuisine dans un van, dans une rivière en Suisse, et derrière dans une cuisine, et faire un 4 mains avec un chef 3 étoiles, et derrière... Et si on revisitait un des classiques que vous voyez tous les matins en allant à votre boulangerie, le poulet crudité, hyper sexy et hyper bon. Il n'y a pas vraiment de cadre, mais quand tu as ton cadre et que c'est carré, en vrai, tu trouves une espèce de faille, et ça fonctionne, et tu rentres dedans, et ça marche assez bien. Il y a un compte Insta TikTok d'un gars, tu le vois jamais, tu vois que les images cuisine avec un énorme couteau. Ouais, je vois très bien. En pleine nature. Parfois autour d'un feu. Ouais. Non mais lui c'est ouf. Incroyable.
Lui, C'est tellement smooth, tellement Ah ouais. détaillé et tout. et t'es là en train de mater le truc et c'est Lui, je sais pas comment il produit ces trucs, mais C'est- c'est du maboule, je pense. c'est Je sais ouf, pas. hein. Je sais pas comment il fait. Aujourd'hui, toi, tu te dirais créateur cuisinier ou cuisinier créateur? la création de contenu est 15% de mon temps. Ok. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, mon taf, c'est créer des cartes. Je fais les services avec les équipes. Je source tous les produits. Je fais les cartes des vins. Je fais un service après-vente aussi parce que je passe dans tous les restaurants pour surveiller que ce qu'on a fait, qu'on a acté, soit ce qui est tenu. Il y a, ça prend 40% de mon temps. À côté de ça, il y a 20-30%, c'est un consulting externe. C'est-à-dire qu'on crée on fait du consulting pour des gens, des hôtels, des lieux. Il y a une partie qui est aussi dédiée aux marques. Et ouais, mais du coup, ça rentre aussi un peu avec la Un partie petit peu dans la création de contenu. mais c'est pas que ça. Parce qu'il y a de l'événementiel, il y a des soirées, il y a des dîners, il y a des... Donc disons que création de contenu marque, ça prend 25% de mon temps. Ok. Il Donc- reste de la cuisine quand même? Bah, tout le reste, enfin les premiers 40-50%, c'est La c'est main à la que pâte. cuisine. Et quand je crée le contenu, pour Tu le cuisines. coup, c'est de la cuisine. Petite question pour finir, quick questions. Est-ce que tu as déjà rencontré Shakira? J'ai fait à manger pour elle, mais je ne l'ai pas vue. Elle était là? Au Georges V, au Four Seasons, ouais, je venais de démarrer. Et elle est venue et on lui a fait à manger, mais j'étais commis en cuisine, enfin impossible de l'atteindre. Elle est dans les salons avec les grandes moquettes et les grands lustres. Mais j'ai fait à manger pour elle, mais je ne l'ai pas vue. Peut-être un jour à Bogota. Qui le sait? J'aimerais trop. Combien de fois Hips tu... don't lie. Ouais. Combien de fois tu consultes Strava par jour? En vrai? Pas tant. Pas tant parce que tu sais, moi j'ai ma Garmin Yes. et du coup je cours avec la Garmin qui se connecte avec Strava Ça envoie. et tout ça seul. envoie partout. Mais du coup je regarde plus Garmin. Ok. Tu Donc, regardes ton app Garmin pour avoir Ouais, le stats. je suis plus Garmin que Strava. Ok. Le cuisinier qui va tout déchirer dans les prochaines années et dont on n'entend pas assez parler, est-ce que tu as un nom toi en tête, un jeune où tu te dis putain lui. Dont on n'entend pas assez parler. On commence à en entendre parler. C'est un gamin, enfin c'est un gars que j'adore qui était apprenti chez moi. Éloi Spindler qui a 2 restos. Il a Colère et Orgueil. As-tu vu la patate? Et c'est un gamin qui a énormément de bonnes idées. Comme tu parles de créateur de contenu en plus, il a une page YouTube qui cartonne. Je crois qu'il a passé les 100 000 en 2 mois ou un truc Ah comme ouais. ça. Il cartonne fort. Il met énormément de moyens dans ses vidéos qui sont hyper fun. Il a une équipe de tournage qui est vraiment très cool. C'est hyper frais, c'est très dynamique. Et j'adore le gars. Donc, Trop bien, Éloi Spindler. on ira voir. Ouais. Le marathon que tu rêves de courir? J'aimerais bien courir Berlin Yes. pour faire 3,15. Très rapide. Ouais, parce que c'est rapide. Et j'aimerais bien descendre de mes 3,30. Sinon, Saint-Sébastien, parce que j'aimerais trop aller courir, aller me péter la panse après dans tous les restos qu'il y a là-bas. Parce Avec que, des tapas. ouais, on mange vraiment bien. Donc ça serait le rêve aussi. Ton endroit préféré en France? Est-ce qu'il y en a un? Ouais, il y en a 2 que j'adore. Le Pays Basque, parce que tu manges vraiment trop bien, parce que tu as une connexion entre nature, océan, montagne qui est géniale pour les sports, et que j'ai beaucoup de copains là-bas. Et un resto, j'avais oublié, Posa à Biarritz. Je ne l'ai pas Quand annoncé même. tout à l'heure. Et j'adore la Corse. Yes. Je trouve que c'est un endroit de fou. Pas l'été. J'adore la Corse, tu vois, l'hiver, hors Ah, saison. vraiment hiver? Ouais, mais même, enfin, oui, septembre, Septembre, avril, juin, quoi, tu ouais, vois. avril, En juin, il commence à y avoir pas mal de monde, mais Ouais. Corse septembre- du Nord ou du Sud? Bon, en vrai, toute la Corse, c'est Ouais, incroyable. Et partout, enfin, où que tu sois, tu as toujours une bonne crique, un bon spot, un bon... Et j'adore en vrai la Corse, c'est un endroit magique. Est-ce que tu regardes The Bear? Est-ce que c'est ta série préférée? Ouais, alors j'adore The Bear. Je trouve qu'ils ont... C'est... Beaucoup de gens disent qu'ils ont capté un truc sur l'ambiance dans les cuisines, même si c'est vraiment hardcore comment ils se parlent, mais c'est vrai qu'il y a aussi une réalité derrière. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Tu comprends qu'il y a un succès tel? C'est le cliché porté à son paroxysme, tu vois. C'est vraiment le cliché du cuisinier qui a été vraiment pris et emmené le plus loin possible. Get the fuck off! Thank you! Mais après, ce que je trouve qui est hyper fort, c'est que tout a été tellement bien fait. Les images, les lumières qui scintillent, le bruit du chronomètre, le four qui s'ouvre, le truc qui pète. Et ils arrivent à te faire sentir l'angoisse que tu peux sentir en cuisine quand tu ouvres ton resto. En fait,
plus, déjà l'histoire elle est forte, c'est assez puissant. Les comédiens ils sont vraiment trop stylés, ils font un taf monstrueux. Mais en plus le metteur en scène, le gars qui écrit, fait les choses tellement bien dans le détail que tu sens la panique et le stress avec eux. Et je trouve que c'est ça qui est très fort. Est-ce que tu as autant de tatouages que Carmi? Non. Jamais de la vie, le gars il est blindé de la tête aux pieds. Impossible. J'en ai 2 mais ouais. Ok. Super, bah merci Juan. Bah merci à d'être toi. passé par chez nous, c'était super cool de parler avec toi. Bah avec grand plaisir, on vous attend dans les restos, merci de l'invite Et à très vite chez Yaya ou ailleurs. on se voit très vite.